Bonsoir à tous, merci d'être venus vous connecter sur ce live de ce soir, donc l'émission que j'anime tous les mardis soirs à 18 h. Ce soir, on va parler du droit des traders particuliers et on reçoit un avocat qui va nous présenter un petit peu les droits et nous donner aussi des avertissements par rapport à ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire, etc. On posera à la fin des questions et Maître Mikov il répondra. Bien sûr, on ne posera pas de questions. Si vous avez des questions, par exemple, bien particulières sur des cas particuliers à vous, il faudra contacter Maître Mikov plus tard. On ne va pas pouvoir faire des études de cas ce soir pour tout le monde. Mais si c'est des questions d'ordre général, ce sera avec plaisir qu'on y répondra. Maître Mikov, je vous laisse la parole et je vous laisse partager votre écran. Bonjour à tous. Alors, je vais partager. Voilà, bonjour à tous. Donc, je vais faire aujourd'hui une présentation sur vos droits en tant que trader avec les courtiers en ligne notamment, et je vais faire quelques études de cas classiques qui existent et donc certains pièges à éviter. Donc, d'abord en introduction, je veux souligner que c'est tout à fait légal de perdre sur les marchés, d'accord? Mais à condition que tous les participants suivent les règles. Dans le cas des traders, si le courtier viole la loi, ne suit pas les règles, les jeux sont truqués, donc vous pouvez chercher la responsabilité du courtier pour vos pertes sur le marché. Ensuite, vous devez aussi prendre en compte que les courtiers market makers, qui sont la majorité des courtiers, ont un intérêt à ce que le trader perde. En effet, puisque vos pertes sont leurs profits. Et donc, il y a un conflit d'intérêt permanent entre vous et les courtiers. Vous voulez gagner de l'argent alors que eux, ils veulent faire des profits, donc que vous perdiez. Ensuite, c'est important de savoir que les courtiers sont en position de force. Donc, c'est David contre Goliath, toujours. Et vous êtes les David et eux, c'est les Goliath. Et c'est pour ça que la loi va atténuer cette faiblesse et vous protéger avec des règles impératives. Et on peut faire une analogie avec la protection des consommateurs lorsque vous achetez une voiture, une télé, etc. Alors, un premier aperçu rapide du droit de l'Union européenne en matière de finances. Donc, c'est la MiFID, MiFID 1 et MiFID 2. Donc, il y a un cadre réglementaire commun pour les marchés des instruments financiers en Europe. Il y a des règles de protection communes pour les traders non professionnels dans toute l'Europe. Et c'est pour ça qu'il y a le principe du passeport européen. Étant donné que les règles de protection sont communes, en tout cas de par la loi, vous pouvez choisir n'importe quel courtier en Union européenne, qu'il soit en Angleterre, qu'il soit à Malte, qu'il soit à Chypre, qu'il soit en Pologne, qu'il soit en Tchéquie, en Italie, etc. Ensuite, très généralement, les courtiers ont des obligations d'information. Notamment, ils doivent vous informer sur les risques de trading, les risques lorsque vous utilisez les CFD, le Forex, les futures, etc. Parce que c'est considéré comme des instruments financiers complexes. Donc, tout consommateur financier n'est pas censé, a priori, les connaître. Et ils doivent bien avertir tout le monde qu'il y a d'énormes risques de perdre très, très, très rapidement votre argent si vous n'êtes pas un trader averti. Ensuite, ils sont obligés donc d'avoir les conditions générales sur un support durable, qui est un website, ça peut être un PDF, et surtout, c'est très important, à chaque moment, vous devez
pouvoir identifier les conditions générales applicables au moment où vous avez contracté avec le courtier en ligne. Étant donné que les conditions générales peuvent changer un an après, vous, en général, vous êtes tenu, ou si vous avez un conflit ou une question, avant le changement, vous devez pouvoir identifier avant ce changement quelles étaient les conditions générales en vigueur à cette période-là. Et tout ça doit être clairement identifiable sur le site. Ensuite, il y a ce qu'on appelle en anglais appropriateness test. Ça veut dire que le courtier doit vérifier si le trader comprend les risques liés au trading et l'informer si le produit d'investissement ne lui convient pas. En soi, le courtier doit savoir au préalable, avant de vous permettre d'investir sur leur plateforme, doit savoir vérifier et de façon de bonne foi quelle est votre expérience, quel argent et on va dire quels fonds vous pouvez risquer de perdre sans, entre guillemets, devenir pauvre ou que ça gêne votre vie quotidienne. Étant donné que la présomption de la loi est que vous pouvez bien sûr risquer, mais si l'argent que vous voulez risquer, c'est le dernier argent qui vous reste, normalement, le courtier est censé identifier cela et refuser de vous donner accès à la web plateforme parce que vous n'avez pas suffisamment de fonds pour vous permettre de perdre sur ce type de services financiers extrêmement risqués et très complexes. Ensuite, nous pouvons parler de la meilleure exécution, en anglais best execution. C'est un principe très très compliqué, mais en deux mots, c'est le principe que le courtier doit vous fournir le meilleur prix, notamment en matière de forex, étant donné que c'est des OTC, etc. Le courtier doit chercher le meilleur offre de ses liquidity providers, de ses fournisseurs de liquidités, et justifier devant le régulateur qu'à chaque moment, il vous a fourni le meilleur prix. Grosso modo, il ne peut pas vous donner un prix 10 ou 20% au-delà du marché. Et ensuite, bien sûr, il y a KYC, ce sont les mesures pour la lutte contre le blanchiment d'argent qui sont importantes. Ensuite, comment identifier votre courtier? Alors, ceci est très important puisque les plateformes en ligne ont tendance à se ressembler les unes et les autres. Et parfois, elles sont très, très, très bien faites. Et ce n'est jamais clair si votre courtier est réellement régulier. Il existe réellement, puisqu'il y a plein de fausses plateformes. Et ce n'est jamais très clair quelles sont ses autorisations, ses agréments pour agir en Union européenne et plus particulièrement dans votre pays, que ce soit la France, la Belgique ou n'importe quel pays de l'Union européenne où vous êtes résident. Donc, première chose, c'est vérifier en France dans le Régafi. Donc, si vous tapez pas le nom de la plateforme, d'accord, il ne faut pas écrire le nom de plateforme parce que très généralement, c'est une marque. Ce n'est pas le nom de la société. Et vous devez chercher donc dans les mentions légales, dans les conditions générales, le nom de la société qui très, très, très souvent est différent. Très souvent, presque à 80% du temps, est différent du nom de la plateforme. Et ce nom de société, vous devez l'écrire dans le Régafi et là, voir quel est son statut. Donc, aussi dans le Régafi, vous pouvez vérifier son inscription dans votre pays, c'est-à-dire s'il a le passeport européen. Dans le Régafi, vous allez identifier, donc si par exemple il a la licence à Chypre, l'autorisation à Chypre, ça sera écrit qu'il est autorisé à Chypre par la SAISEC et qu'il a le passeport, il est inscrit en France et qu'il a le passeport européen en France et peut donc légalement fournir des services en France en ligne. Ensuite, la différence entre autorisation et inscription. C'est la question qui contrôle donc le courtier. Si vous avez évidemment un agrément en France d'un courtier, ça veut dire que c'est bien l'AMF qui va le contrôler, puisque c'est l'agrément qui est donné par les autorités françaises. Par contre, si vous avez un agrément à Chypre,
d'une société ait un passeport européen, une inscription en France, cela veut dire que l'agrément est donné par les autorités chypriotes et donc est contrôlé par les autorités chypriotes, alors qu'en France, l'inscription ne permet presque aucun contrôle par l'AMF. C'est juste une mesure de transparence et d'information, l'inscription au registre du REGAFI en France et non un contrôle par l'AMF. Ensuite, bien évidemment, vous devez toujours vérifier les conditions générales de votre courtier en ligne. Et il faut aussi savoir que la plupart des courtiers, que ce soit en UK, à Chypre et même la plupart des courtiers, les conditions générales de référence sont en anglais. En général, les conditions en français ne sont que pour votre information. Donc, il est toujours souhaitable de se référer aux conditions en anglais parce que les traductions sont là, peut-être qu'elles sont mal faites et elles ne sont là que pour votre information. Et s'il y a une question, ça sera le texte en anglais qui sera valable et qui fera foi. Évidemment, dans les conditions générales, vous devez regarder si c'est permis de faire de l'arbitrage, du scalping, regarder les slippages, dans quelle mesure vous pouvez vous faire rembourser, etc. Ce sont les questions techniques que vous devez essayer de voir avant. Ensuite, je voulais parler des conseils d'investissement et les informations générales. Donc ça, c'est important pour bien distinguer toutes les informations que vous allez recevoir de la part d'un courtier. En matière de conseils en investissement, il s'agit d'une recommandation très précise sur un instrument financier particulier qui convient aux attentes et profits de l'investisseur. Donc, grosso modo, un investissement, un conseil, veut dire que par rapport à votre profil, ils vont vous dire, vous devez prendre tant de positions en matière de Forex, à ce moment-là, vous devez faire tel volume, etc. Quelque chose de très précis. Et donc, ce conseil-là, vous pouvez le suivre ou ne pas le suivre. Mais pour recevoir ce conseil, c'est important de savoir que le courtier doit être autorisé en matière de conseil en investissement. C'est une autorisation spécifique qui est donnée ou pas en fonction de la licence de chaque courtier. Et si le courtier n'a pas cette autorisation spécifique, il n'a pas le droit de vous donner des conseils. Le fait qu'un courtier est enregistré, il a un agrément dans n'importe quel pays en Europe, ne veut pas dire qu'il a l'agrément de faire des conseils en investissement. Les agréments sont 8 ou 9 points, il y a plusieurs points et les agréments ne sont pas uniformes. Il y a 8 ou 9 points d'agréments qu'on peut discuter une autre fois, mais dans la plupart des cas, les courtiers n'ont pas d'agrément en conseil en investissement parce qu'il s'agit d'une procédure qui est très complexe et il s'agit de beaucoup de responsabilités de leur part. Ensuite, information générale. Le courtier fournit à ses clients des commentaires sur le marché sans précision particulière sur un instrument financier à souscrire. Donc, les informations générales, ça, c'est tout ce que vous pouvez recevoir de votre courtier sur des analyses sur les mouvements du marché, etc. Elles sont permises puisqu'elles ne sont pas destinées à un trader particulier, ne sont pas destinées à une stratégie particulière pour un trader. Ensuite, il faut aussi distinguer les informations trompeuses. Ce sont des informations générales qui ne sont pas stricto sensu un conseil, mais elles ont pour but de pousser le trader à prendre des risques ou à investir davantage. Par exemple, des promesses de rendement élevées. Très souvent, les courtiers donnent des informations très générales en disant si vous suivez ces informations, ces analyses, vous allez bien évidemment avoir des positions gagnantes, vous pouvez aller gagner beaucoup d'argent, etc., etc. Ça, c'est une information trompeuse. Le social trading.
dans une certaine façon, peut-être une information trompeuse, notamment lorsque, si un courtier vous dit suivez ce trader particulier qui est du social trading et vous allez gagner. C'est une information trompeuse. Le NDD qu'on va discuter plus tard, ou bien évidemment les robots, tous ceux qui vous garantissent qu'un robot va vous apporter du rebond et des gains. Tout ça, c'est de l'information trompeuse aussi. Ensuite, il y a le principe des informations correctes, claires et non trompeuses. C'est un principe général qui est à la MiFID. Pour l'expliquer, on va faire une étude de cas. Alors, il s'agit du principe de FXCM, le No Dealing Desk. No Dealing Desk, NDD, que FXCM a marketé, tout au long de ces années. En 2 mots, ils ont dit que les ordres sont exécutés avec des tiers et pas par FXCM. Et donc, il n'y a pas de conflit d'intérêt entre le trader et le courtier. Donc, il market un système d'absence de conflit d'intérêt, même si, au sens propre, FXCM a le statut de market maker. Mais dans ce cas-là, FXCM dit non, nous n'allons pas pour le Forex, pour une certaine partie de leurs produits, nous n'allons pas être des market makers, nous allons transférer les ordres sur le marché. Et donc, dans tous les cas, nous ne serons pas votre contrepartie. Nous n'allons pas gagner de l'argent sur vos pertes. Bon, c'est beau, c'est super. Mais il s'est avéré, aux États-Unis, là on parle des États-Unis, il s'est avéré que FXCM aux États-Unis a un système d'exécution des ordres des traders perdants avec une partie tierce liée à FXCM. Alors, sur la base des informations publiques qui sont publiées dans tous les journaux américains, il s'est avéré qu'il y avait un système de reconnaissance des traders perdants. Et sur la base de cette reconnaissance, l'exécution, la contrepartie de ces traders perdants était grosso modo toujours la même, une société tierce, j'ai oublié le nom, mais une société tierce, pas FXCM en soi, mais une société tierce, qui réellement était liée à FXCM. Donc, au fait, FXCM indirectement profitait de nouveau de la perte de ses clients. En soi, ce n'est pas illégal. Mais ce qui était illégal, c'est qu'ils ont trompé, qu'ils ne l'ont pas dit. C'était ça qui était illégal. Parce que les informations qu'ils ont données n'étaient pas correctes, n'étaient pas claires et elles étaient assez trompeuses. Et la conséquence aux États-Unis, c'est le retrait de leur licence. Voilà. En ce moment, ici en Europe, le FXCM UK, il n'y a rien pour l'instant concernant ce type de pratique. Est-ce que ce type de pratique était uniquement aux États-Unis et qu'elle n'a jamais existé en Europe? C'est possible. C'est possible, mais en tout cas, pour l'instant, les autorités européennes n'ont rien dit sur le cas de FXCM UK. Ensuite, agir de manière honnête, équitable et professionnelle. On va faire aussi une étude de cas. Cette fois-ci, elle est plus près de nous, donc elle est en France. C'est la branche française de FXCM. Il s'agit du cas où FXCM a autorisé un tiers à fournir des services de portfolio management au profit des clients de FXCM et à installer des robots sur les comptes de ses clients. De facto, ce qui s'est passé, c'est qu'il y avait des sociétés tierces qui n'ont aucune autorisation pour portfolio management, aucune autorisation sous la MiFID, etc. Juste des sociétés qui faisaient des robots. Et FXCM, à travers un mandat, a autorisé ces sociétés tiers à installer sur le compte de clients, à installer des robots qui tradaient à la place des clients. Donc l'AMF a considéré que FXCM n'a pas agi de manière honnête, équitable et professionnelle, car FXCM aurait dû vérifier si les tiers possèdent une autorisation pour fournir les services de portfolio management. En d'autres mots, pour que ce soit assez facile à comprendre, c'est comme si vous allez prendre un taxi
à une société de taxi et il s'avère que le chauffeur n'a pas de permis de conduire. Qui est responsable? Est-ce le chauffeur? Oui, il est certainement responsable. Mais est-ce que la société de taxi qui vous a vendu les services de taxi ne serait pas aussi responsable pour vérifier si tous ces chauffeurs ont le permis de conduire ou bien vérifier qu'ils ne sont pas en état d'ébriété, etc., etc. Donc, en l'espace, l'AMF a considéré que FXCM, avant d'autoriser un tiers à accéder à gérer des comptes de ses clients, FXCM est obligé de vérifier si ce tiers a les autorisations, la licence nécessaire pour effectuer ce type de service d'investissement. Ensuite, je voulais aussi parler des money managers. Les money managers, il y en a beaucoup, malheureusement, enfin, heureusement ou malheureusement, mais en tout cas, il y a beaucoup de money managers qui n'ont pas de gestionnaires de fonds, qui n'ont pas de licence, ni d'autorisation. Ils ne sont ni autorisés pour manager les comptes de tiers, ni réellement les contrats signés avec ce type de money manager peuvent être qualifiés réellement de légal. C'est une question à se poser. En règle générale, les gestionnaires de fonds sont toujours responsables des pertes subies par le client parce qu'ils agissent sans autorisation. Et oui, si on conduit sans autorisation un véhicule, quoi qu'il arrive, même si ce n'est pas de notre faute qu'il y a un accident, on est responsable puisqu'on n'a pas de permis de conduire. Voilà. Le courtier, en général, comme on avait discuté avant, doit vérifier l'autorisation des gestionnaires de fonds et refuser d'accorder l'accès aux comptes clients. Le courtier, si vous demandez un courtier, oui, moi j'ai un money manager, je veux lui faire un mandat pour qu'il me gère mes comptes. En général, la première chose que le courtier doit vérifier, c'est est-ce que ce money manager possède bien toutes les autorisations pour effectuer le money management qui peut être une sorte de portfolio management. C'est l'équivalent d'un portfolio management. Et le courtier doit vérifier. Et si le courtier ne le vérifie pas, il doit refuser l'accès à cette personne tierce, l'accès au compte. Jusqu'ici, c'est clair, mais ce qui se passe, c'est que très souvent, il n'y a pas réellement de mandat, en tout cas d'acte légal, d'acte, pour l'autorisation, et il y a uniquement un transfert des comptes d'accès. Donc, il y a un money manager qui reçoit le compte d'accès d'un trader. Et il rentre, sans demander aucune autorisation à personne. Alors, est-ce que le courtier, dans ce cas-là, est responsable? Plutôt non. C'est le trader lui-même qui est responsable, étant donné que normalement, il a l'obligation, de par la loi et de par le contrat qu'il signe, de garder confidentiel toute information et tous les codes d'accès. Si lui-même, le trader, donne ses codes d'accès à une personne tierce, que ce soit un money manager, que ce soit quelqu'un de la famille, et qui, cette personne tierce, rentre dans son compte et génère des pertes, là, dans ce cas-là, c'est plutôt le trader qui est responsable. Et donc, le trader doit toujours savoir, avant de donner accès à quiconque, savoir qu'il aura sa propre responsabilité entière et qu'il ne pourra pas se tourner vers le courtier pour se plaindre que quelqu'un d'autre est rentré et lui a fait perdre de l'argent. Ensuite, on peut parler des Introducing Brokers, IB. En général, le IB doit uniquement établir le contact entre le trader et le courtier. Il doit introduire le trader auprès du courtier. Point. Il a le droit, c'est tout à fait légal, il n'y a pas de problème pour ça. Le IB ne peut disposer de son propre matériel de marketing. Toutes les informations fournies par les doivent être conformes aux informations officielles du courtier. Oui, ça c'est très important à savoir, c'est pour les IB et aussi pour tous ceux qui ont été introduits avec des IB, ils doivent toujours vérifier les informations avec le courtier. Pourquoi? Parce que les informations données par le courtier sont réglementées.
sont suivis par son régulateur. Alors que le IB, lui, il n'a pas de réglementation. Donc, évidemment, le IB doit toujours dire et présenter les informations telles qu'elles sont données par le courtier, sans jamais essayer, par exemple, d'inventer, en tout cas de faire un peu plus, comment dirais-je, d'embellir les choses. Voilà, d'embellir les choses. Donc, évidemment, il ne peut pas promettre des bénéfices, etc., etc. Le IB, bien sûr, ne peut pas conseiller, prendre des positions sur le compte du trader, etc. Et il ne faut jamais oublier le conflit d'intérêts entre IB et trader. En règle générale, le IB est rémunéré par les courtiers. Donc, évidemment, le IB a un intérêt parfois à dire des choses qu'il ne devrait pas dire. Donc, il faut toujours faire attention et trouver le juste milieu, que ce soit le trader qui comprenne quel est le rôle de l'IB et que l'IB, évidemment, qui comprenne quelles sont ses obligations. Alors, juste une petite parenthèse, l'IB peut conseiller si évidemment il est régulé par l'AMF comme conseiller en investissement financier. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Voilà, c'est une petite parenthèse. Bien sûr, bien sûr. Si l'IB est régulé, c'est plus un IB, c'est un conseiller. Il est en même temps IB, mais en fait, il n'est pas réellement IB. Il est conseiller et entre autres, il est aussi IB. Mais quand je parle de IB, c'est ceux qui sont en dehors de toute réglementation et ceux qui sont uniquement dans le cadre de faciliter la conclusion du contrat entre courtier et trader, qui est tout à fait légal. Hein, je dis bien qu'il est tout à fait légal. D'accord, merci pour la précision. Alors, je voulais faire une étude de cas. Bon, tout ça, c'est assez schématisé, bien sûr. C'est dans un but de présentation. Il n'y a pas… le but est que ce soit clair. Les choses sont toujours beaucoup plus complexes que ça. Mais je voulais faire, évidemment, une petite étude de cas que j'ai eu d'ailleurs, hein, des cas que j'ai eu dans ma pratique. Donc, il s'agit d'un trader, en général, qui n'est pas très averti, qui tombe sur une publicité en ligne. Vous allez gagner beaucoup d'argent. Ou bien vous pouvez arrondir vos fins de mois. Il s'agit évidemment d'informations trompeuses. C'est évident et c'est illégal. En règle générale, ce type d'information se trouve très souvent sur Internet, mais pas véhiculé par les courtiers eux-mêmes, parce que les courtiers n'ont pas le droit, mais parfois véhiculé par des personnes tierces. Parfois rémunérés pour ça par des courtiers ou on ne sait pas trop, mais par des personnes tierces. En tout cas, il y a beaucoup sur Internet, peut-être toujours, mais à l'époque, il y en a eu beaucoup, mais peut-être qu'il y a toujours, deux personnes qui écrivent, voilà, j'ai perdu mon emploi grâce au trading, j'ai pu gagner tant d'argent par mois, etc., etc. Ils mettent un lien vers un courtier et vous tombez sur la plateforme du courtier. Bon. Vous vous enregistrez en un clic sur la plateforme du courtier. Un clic. Voilà, c'est la nouvelle technologie. Vous ne savez même plus comment vous avez signé le contrat. Il y a 20 ans, on signait un contrat sur papier, etc. Maintenant, non. On peut signer un contrat. Vous pensez que c'est un enregistrement, alors que directement, vous signez un contrat, vous acceptez les conditions générales et tout ça est bien légal et permis par les directives européennes, etc., par les nouvelles formes de technologie sont adaptées. Le droit s'est adapté aux nouvelles formes de technologie. Vous cliquez, vous acceptez les conditions générales, vous créez un compte, vous ne le savez pas, parce que vous avez juste mis vos noms, votre email, etc., par curiosité, et tout de suite, un gestionnaire de compte, un représentant du courtier vous appelle et commence à vous expliquer que vous pouvez gagner beaucoup d'argent, qu'il y a un effet de levier important, qu'il y a du bonus énorme. Bon, maintenant, les bonus, ils ont un petit peu diminué, mais très souvent, le bonus était une forme d'appât. Et il vous explique que plus vous allez investir, plus vos
profits seront élevés. Il vous garantit une formation qui va vous apprendre à marcher, entre guillemets, en matière de finance, etc., etc. Mais sur tout ce beau langage, il n'y a aucune réelle explication des risques de ce type de service, de ce type d'instruments financiers complexes, et il n'y a presque pas de vérification si vous comprenez réellement les risques du trading. Ensuite, le instrument va vous conseiller en général par téléphone ou par Skype ou par WhatsApp ou ce que vous voulez sur réellement les positions, les volumes, les ordres que vous devez prendre. En règle générale, très souvent, lorsque vous êtes pas averti débutant, très souvent, vous ne savez pas exactement quoi faire, vous avez peur, vous ne savez pas gérer le stress, etc. Tout ce qui est lié à la psychologie du trading et qu'un trader averti apprend à faire, vous ne savez pas, et eux vont à votre place vous dire, vous inquiétez pas, c'est moi qui va le faire, c'est moi qui va prendre les ordres, c'est moi qui va gérer votre risque, etc. Et comme ça, il va petit à petit vous mettre en confiance et pour que vous puissiez investir plus. Bien évidemment, vous ne saurez jamais que tout ce qu'il fait, ce sont des conseils en investissement illégaux. Il n'a pas le droit de faire ça. Normalement, il n'a même pas le droit de vous téléphoner et de vous expliquer toutes les longues explications, etc. Tout ça, ce sont des informations trompeuses. Et vous dire qu'il y a des risques, mais de toute façon, on peut gagner plus d'argent. Tout ça, c'est information trompeuse. Il n'a pas le droit. Vous dire quels sont les ordres à prendre, il n'a pas le droit. Il n'a pas le droit. Ce sont des informations trompeuses. Ensuite, si vous voulez retirer vos fonds, il vous explique tout de suite que vous allez perdre votre bonus, que ce n'est pas une bonne idée, que vous devez remettre de l'argent, etc. Il va toujours vous dire gagnez beaucoup d'argent, vous devez gagner beaucoup d'argent et pas des miettes, etc. Il faut savoir que les bonus, c'est de l'argent virtuel. Les gens ont du mal à comprendre au début, c'est après qu'ils se rendent compte. C'est de l'argent virtuel et les conditions pour que vous le transformiez, entre guillemets, en cash, en argent réel, sont des volumes tellement importants que statistiquement, aucun trader non averti ne peut réellement les transformer en prenant autant d'ordres. Tôt ou tard, il va perdre son argent. Et donc, il va vous pousser à investir. Et en règle générale, une fois que vous avez beaucoup investi, d'un seul coup, très rapidement, grâce à ces conseils, le compte est liquidé subitement. En l'espace parfois de 1-2 jours. Vous avez 3-4 mois à trader et 1-2 jours, des positions extrêmement risquées sont prises par vous sur les conseils du gestionnaire et votre compte est liquidé. Et à ce moment-là, évidemment, le gestionnaire va vous dire que ce sont les risques, parfois on gagne, parfois on perd. Ce sont les risques liés au marché, mais en fait, les jeux sont truqués. Vos pertes sont illégales, pas toutes, mais on va dire que les jeux sont truqués et il peut y avoir des pertes illégales. Donc voilà l'étude de cas. Voilà, donc je ne sais pas si une demi-heure sont passées. Alors, on est pile à 34 minutes. On a réussi à faire un sujet court comme je vous l'avais demandé, cher Metnikov. Donc, je vous remercie beaucoup pour cette présentation. J'ai vu qu'il y avait quelques réactions sur le chat. Alors, on a notamment Martin qui est en litige avec 2 brokers, visiblement. Donc, comme je l'ai dit au début de la présentation, on ne fera pas d'études de cas parce que ce n'est pas l'objet du webinaire. Mais par contre, je vais partager l'adresse de votre site internet sur le chat. Donc, vous pouvez directement contacter Maître Mikov sur ce site internet et il pourra étudier votre cas et vous aider à gérer ce litige que vous avez, Martin, avec 2
courtier. Alors aussi, je vois Patrick donc, qui a abordé le fait que l'AMF, donc le régulateur français, est en mesure de mettre un avocat gratuit à disposition pour aider les victimes. Je ne pense pas qu'il s'agisse en fait d'un avocat gratuit. Je pense plutôt que Patrick parle ici du médiateur de l'AMF. Oui. Alors, est-ce que, Maître Mika, vous pouvez nous parler du médiateur de l'AMF? Est-ce qu'ils peuvent remplacer un avocat? Non ou non? Quel est leur rôle? Voilà. Alors, essayons de bien comprendre le médiateur de l'AMF. Il y a d'abord des médiateurs dans tous les pays de l'Union européenne. Le médiateur de l'AMF est un ombudsman, en anglais on dit ombudsman. C'est une institution qui ne peut résoudre qu'un litige entre un trader, pas forcément français, un trader de l'Union européenne et une société régulée ou agréée en France. En France. En ce qui concerne la compétence à Chypre, dans n'importe quel pays, ce n'est pas le médiateur. Le médiateur est une boîte aux lettres. Dans ces cas-là, il reçoit la plainte et il la transfère à l'ombudsman, au médiateur local. En général, il faut faire très attention parce que chaque médiateur local a des conditions de recevabilité de votre plainte différentes. Et il y a aussi, je dis, chaque médiateur local a aussi sa langue nationale, notamment Malte, Chypre, UK, tout ça c'est en anglais. Là-bas, une dispute en français, bon, ça va à la poubelle, c'est normal. Médiateur, ce que je sais, facilite la traduction, voilà, dans ce cas-là, voilà. Mais il faut aussi savoir que la médiation n'a aucun caractère contraignant, aucun. La médiation, même si, que ce soit à Chypre, n'importe quel pays, vous avez une décision favorable, ça ne veut pas dire que le courtier va vous payer. Aucune obligation, c'est juste une opinion. Alors, il est bon pour l'image de marque d'un courtier de la suivre, mais si le courtier n'a pas envie de la suivre, il ne la suit pas. Voilà. D'accord, excellent, excellent. Merci beaucoup pour cette précision. Et effectivement, Martin nous dit que le médiateur UK, parce qu'il a fait a priori appel au médiateur UK, n'a été que très peu compétent dans son cas spécifique, donc il n'a pas pu avoir de l'aide. Donc, Martin, je vous invite à contacter, vous avez les coordonnées de Maître Mikoff là sur le slide. J'ai partagé aussi le lien. Prenez contact avec Maître Mikoff qui pourra très certainement vous aider et étudier en tout cas votre cas et la situation dans laquelle vous êtes. Est-ce qu'il y a d'autres questions? En général, comme d'habitude, hein, je consacre 10-15 minutes aux questions. Donc, si vous avez des questions, on se bloque encore 10-15 minutes et à l'issue de quoi, on terminera ce live. Alors, je regarde s'il y a des questions. Pour le moment, pas de questions. A priori, Patrick a reçu un conseil de la part du médiateur qui lui a conseillé de refuser quelques remboursements que ce soit sous forme de bonus et de demander le remboursement en euros oui. sur son compte bancaire. Oui, donc ça c'est normal puisque le bonus n'est pas c'est pas de l'argent. C'est de la monnaie virtuelle, c'est du virtuel, c'est rien. Le bonus est un outil de marketing pour appâter et faire prendre plus de risques aux traders. Donc le bonus il a été interdit d'ailleurs, hein, presque interdit, notamment à Chypre, et il a été interdit justement parce qu'il ne correspondait pas avec la philosophie de la MiFID qui dit que on ne doit pas pousser un trader à prendre plus de risques qu'il ne veut lui. Donc, prendre du bonus comme compensation, c'est ne pas avoir de compensation. C'est rien. Ensuite, il faut savoir que chaque remboursement doit passer par une signature d'un contrat. S'il propose un remboursement, le courtier, il y a deux façons de le résoudre, soit à l'amiable, soit par le juge. Si c'est à l'amiable, il faut toujours signer un contrat. Ils ont des contrats, il y a des contrats standards. Ça garantit le trader qui va recevoir son argent. Et deux, ça garantit dans une certaine façon aussi le courtier qui, en agissant de bonne foi et en cherchant à
à résoudre le conflit de bonne foi, mais des obligations de confidentialité pour que après le trader n'écrive pas partout qu'il a résolu ou que le courtier est un méchant, etc. Donc il y a des obligations mutuelles de confidentialité. Donc en général, toute résolution passe par cette voie-là. Les résolutions très rarement passent directement entre trader et courtier, ou si le trader arrive en se plaignant directement à obtenir quelque chose, ce sera soit du bonus, soit une compensation nettement inférieure par rapport à ce qu'il a réellement droit. D'accord, d'accord. Et aussi très attention quand vous signez, très attention parce que aussi quand vous signez, en général il y a une autre clause, c'est que vous renoncez à vos droits. Ça aussi, c'est très important. Oui, donc ne signez pas n'importe quoi sans avoir l'avis d'un avocat ou d'un professionnel. D'un professionnel, sans avoir l'avis d'un professionnel, ne signez rien du tout parce que c'est une des techniques pour diminuer la compensation qui vous est due, ce qui est logique. S'ils peuvent vous donner 10 euros alors que vous avez le droit à 100 euros, ils vont essayer de vous donner 10 euros. C'est logique pour eux. Et après, pour eux, c'est fini. Le dossier est clos et avec vos 10 euros, vous devez être content pour un vite à terme. D'accord. D'accord. Alors, il y a Patrick aussi qui nous dit que effectivement, il nous a été présenté au début de cette émission qu'un broker doit faire une étude pour savoir si la personne ne met pas une somme trop importante par rapport à ce qu'elle devrait mettre et que lui n'a pas eu ce type d'étude avec un broker. Bah, écoutez, Patrick, à ce moment-là, votre broker était en défaut. Il n'a pas respecté ses obligations légales. J'ai une question de Martin qui me demande si Maître Mikoff est basé en France et si vous exercez en France, Maître Mikoff. Alors non, moi je suis basé à Sofia en Bulgarie et j'exerce à partir d'ici, mais je suis avocat européen, donc j'ai le passeport européen et je peux représenter donc tous les clients, notamment moi je représente à Chypre, puisqu'une grande partie de ce type de courtiers sont à Chypre. Bientôt, je suis en train de faire un établissement permanent là-bas aussi. Donc, je les représente à Chypre. Merci beaucoup pour votre réponse. Il faut bien comprendre que moi, je n'ai pas de conflit entre Français et courtiers français. J'ai un conflit plutôt européen, que ce soit français, il n'y a pas de discrimination français, anglais, etc., qui ont notamment des conflits avec les courtiers à Chypre. D'accord, d'accord. Et je représente les gens à Chypre là-bas, oui. D'accord, donc la plupart de vos dossiers sont à Chypre. D'accord. 99%. D'accord, d'où l'ouverture d'une antenne à Chypre. D'accord, très bien. Alors, s'il y a d'autres questions, je vous laisse quelques minutes pour les poser. Et sinon, on va arrêter l'émission live. Et bien sûr, vous pourrez poser toutes vos questions, que ce soit dans les commentaires ou si vous avez des études de cas à soumettre directement, les soumettre directement à Maître Mikoff en le contactant. Alors, je laisse encore quelques minutes pour répondre aux questions. Puis, s'il n'y a pas d'autres questions, on va s'arrêter là. En tout cas, merci beaucoup, Maître Mikoff, pour cette présentation, pour avoir répondu à toutes ces questions. Je pense que ça va permettre à beaucoup de traders particuliers d'être mieux informés sur ce qu'il faut vérifier avant d'ouvrir un compte, d'être mieux informés aussi sur les services externes, comme vous l'aviez dit, sur les IB, les money managers, etc. C'était vraiment très instructif. Ce que je veux dire aussi, c'est que si vos lecteurs ont des thèmes spécifiques à discuter, nous pouvons organiser dans le futur quelque chose de plus précis, un thème plus précis et avoir des discussions plus précises par rapport à ce qui les intéresse eux, par rapport à leurs droits, etc. Oui, bien sûr. À ce moment-là, j'invite tous les auditeurs à me contacter, à m'envoyer un mail si vous avez des sujets à nous soumettre. N'hésitez pas. Envoyez-moi les sujets que vous souhaiteriez qu'on aborde et on pourra organiser d'autres émissions avec Maître Mikoff. Il y a une émission normalement qu'on devrait organiser, je pense, fin novembre, peut-être début décembre, pour parler des ICO. C'est déjà prévu. Et des investissements sur les ICO. Alors, merci beaucoup pour ce webinaire. Merci à toi,
Patrick d'être venu. Merci à tous. Je vois qu'il n'y a plus d'autres questions. En tout cas, merci à tous d'être venus suivre ce live. On va arrêter là. Merci encore beaucoup, Maître Mikov. Je vous souhaite une excellente soirée à tous et probablement, on aura l'occasion de se retrouver pour un prochain sujet. Ça, c'est sûr, c'est planifié pour dans quelques semaines pour parler des SEO et peut-être d'autres sujets si les auditeurs nous soumettent des idées. Ce sera avec plaisir que je vous recevrai à nouveau dans un prochain live. Je vous remercie. Merci, à bientôt. Au revoir. Au revoir.